semaines, ce village sera mort, englouti à jamais sous 160 mètres d'eau. Ainsi prendra fin une vieille lutte. Lorsqu'il y a 6 ans, les habitants de Tignes apprirent qu'on voulait noyer leur village pour construire un barrage, ils ouvrirent les hostilités. Il y avait mon arrière-grand-père, il habitait, et ma mamie aussi. Puis ils m'ont un peu expliqué des histoires de là-bas. Je trouve que c'est dommage quand même qu'ils aient englouti le Vieux-Tignes, parce que c'était un beau village et puis les gens y vivaient en paix. Ils ont descendu les cloches du clocher, ils ont pris tous les papiers de la mairie, ils ont descendu aux bruyères. Aux bruyères, c'est en dessous, vous, c'est les bruyères. Et les serrasses nous ont gardés jusqu'à la fin. Quand je passe sur le barrage, eh ben, je ressens comme si c'était moi qui avais vécu dans le village de Tignes. Ça me donne envie de pleurer. Voilà. 1952. La mise en eau du barrage provoque la disparition du village de Tignes sous les eaux de l'Isère. Sur les 87 familles concernées par l'expropriation, 15 décideront de rester sur la commune, une vingtaine seront dispersées dans le canton, les autres quitteront définitivement le pays. Le barrage de Tignes, un mur haut de 180 mètres, idéalement coincé dans un verrou naturel, au lieu-dit de Chevril. En 1952, le barrage de Tignes double la capacité électrique de France. Il représente une précieuse ressource d'énergie pour un pays en reconstruction. Dans le même temps, un village a disparu des cartes, effacé, en quelques heures, un drame collectif planifié, organisé, qui laisse la communauté tignarde en deuil de son histoire et de son passé. Tignes, avant le barrage, c'est un village à 1600 mètres d'altitude et un lac naturel à 2000 mètres. Une culture fondée sur le mode agricole et pastoral et un artisanat qui fait connaître les Tignards bien au-delà de Bourg-Saint-Maurice. L'image emblématique des dentellières reflète une réalité. Rien, pas même un environnement extrêmement rigoureux, n'empêche la communauté tignarde d'effectuer des échanges commerciaux avec l'extérieur. Jamais, Tignes ne fut un village totalement isolé. Les conditions de vie sont difficiles, mais au fil du temps, les Tignards se sont adaptés à cet environnement hostile. Au printemps et en été, le rythme de l'activité humaine se lit dans les paysages, façonnés par les hommes et les bêtes en alpage. Signe des temps, Tignes attire déjà de nombreux touristes. Au village, hôtels et pensions accueillent les voyageurs. L'accès à Tignes l'hiver est difficile. Les routes sont étroites et régulièrement coupées par les avalanches. Seuls, traîneaux et voituriers peuvent acheminer de richissimes vacanciers jusqu'au village. Mais ces contraintes ne freinent ni l'enthousiasme des Tignards, ni la volonté des voyageurs à parvenir au terme de leur périple. La source principale de cette motivation collective, c'est déjà le ski. Et Tignes représente indéniablement un formidable terrain de jeu. Comme beaucoup de Tignards, après la guerre de 14-18, Florian Favre part pour Paris. Quelques années plus tard, Florian revient au pays, s'installe au village, il rachète l'ancienne gendarmerie
qu'il transforme en hôtel. Eh bien, je montre l'hôtel que nous avons fait à Tignes, que mon père a fait. Donc, il avait acheté une ancienne gendarmerie et il l'a transformé en faisant un hôtel de 38 chambres et avec toutes les commodités, bien sûr, à l'époque déjà, chauffage central, eau courante, chaude et froide. Enfin, c'était vraiment l'hôtel moderne à cette époque. Et nous avions autour des tas de possibilités. Nous avions fait une patinoire l'hiver, bien sûr, et l'été un jardin d'agrément avec des jets d'eau, des jeux de boules et même un parc à marmottes. Nous en avions 14, c'était une curiosité dans la région. Et bien sûr, on attendait les clients, on déchargeait devant la maison. Et automatiquement, vous voyez, il y a le chauffeur de car qui est sur le toit du car et on décharge les bagages. C'est donc des clients qui arrivaient. Et d'autre part, il y avait souvent la fanfare devant chez nous, puisqu'en principe, on logeait les officiers et il y avait aussi souvent des courses militaires. Parce que Tignes était quand même un pays où on faisait beaucoup de concours. Soit la descente standard du lac de Tignes, soit l'aiguille percée, soit des petites courses le dimanche pour les pensionnaires. C'était vraiment vivant au point de vue sport. Oui, il y avait déjà beaucoup de touristes qui venaient soit à Tignes, soit à Val d'Isère. Et ils venaient ordinairement en car. C'était le car Martin Bock qui les amenait jusque-là. Et c'était une distraction dans l'après-midi sur la place d'aller voir qui arrivait sur la place. Mais quelquefois, par mauvais temps, il fallait les chercher aux Pigettes et même plus bas quelquefois, Sainte-Foy. Et à ce moment-là, on se répartissait les clients par traîneau, deux ou trois clients par traîneau. Le ski représente un trait d'union entre les Tignards eux-mêmes, mais aussi avec le reste du monde. Les courses se sont développées et ont pris de l'importance. Elles fédèrent les habitants entre eux, tout en les invitant à se dépasser individuellement. Comment imaginer que l'avenir de Tignes pourrait se jouer sur un autre front que celui du tourisme et des loisirs? Dans les années 30, le gouvernement français promeut l'essor des stations de sport d'hiver. Tignes, au même titre que Val d'Isère et les Alus, est retenu par le ministère des Travaux publics en vue de son aménagement. Dans le même temps, des rumeurs persistantes au sujet de la construction du barrage perturbent et divisent la communauté tignarde. Finalement, après de multiples tergiversations, aucune décision ne sera prise en faveur du développement en station de sport d'hiver du vieux village de Tignes, au grand regret de Florian Favre. Eh bien, je pense que si on avait suivi ses conseils, il y aurait eu peut-être plus d'hôtels installés sur Tignes. Et à ce moment-là, ça aurait peut-être été autrement. Peut-être que EDF aurait eu moins de possibilités de faire un noyage complet, peut-être en faisant des petits barrages superposés, mais enfin ça c'est moins sûr. Mais on pense quand même que ça aurait pu être autrement, enfin mon avis. C'était aussi, vous imaginez, l'avis de votre père? Je pense que c'était l'avis de mon père, oui. Parce qu'il en a eu vraiment très gros d'être obligé de partir. Il avait fait un effort pour, disons, sauver Tignes. Il fallait que ce soit une belle station de tourisme. À ce moment-là, on aurait peut-être pu lutter. Avant de s'installer au village, Florian Favre avait déjà construit le chalet-refuge du lac à 35 ans. Une maison de pierre abritant une douzaine de chambres et un dortoir. Il est le premier Tignard à venir s'installer ici, à l'emplacement même de l'actuelle station de Tignes. Il est un précurseur, animé par la conviction profonde que l'avenir de Tignes se joue ici, en altitude. Nous sommes en 1926. Donc le chalet où on avait 12 chambres, un dortoir, et où on recevait des clients tout l'été, des pêcheurs, puisque mon père avait la location du lac, et des gens qui venaient pour se reposer, donc ça travaillait tout le temps. Et nous avions un cheval qui nous permettait de faire le ravitaillement et emmener même des clients au col du Palais avec
avec le cheval, les sacs tyroliens et tout ce qui s'ensuit. En 1930, Florian Favre vend le chalet à Madame Marlière. Le chalet est aménagé en hôtel qui peut accueillir 60 clients en été comme en hiver. C'était le seul hôtel qu'il y avait ici, au lac de Tignes, et je pense que même en France, et beaucoup même à l'étranger, un hôtel à une altitude pareille, je crois que, moderne comme il était, ça n'existait pas ailleurs. Le lac attire de plus en plus de sportifs, amoureux de ski et de la montagne. Parce qu'à Tignes, à l'époque, c'était connu, il y avait une école de ski, et les gens qui venaient à Tignes, c'était des gens qui prenaient un mois ou 2 mois de vacances, c'était des gens très très aisés. Et alors, pour faire comme on faisait toutes les courses, les sommets en pot de peuple, on venait coucher la veille. Les clients venaient coucher la veille ici, ils dînaient le soir, ils prenaient leur petit déjeuner et ils faisaient tous les sommets des environs. C'est-à-dire la Grande Note, le Palais, l'Aiguille Percée. Les années qui vont suivre vont définitivement marquer la communauté tignarde. Le pays glisse lentement vers un conflit international et le projet de barrage va devenir une réalité. Pour certains, c'est la fin d'un rêve. Les années 50 allaient servir de transition pour amorcer un extraordinaire renouveau. Créer une station de ski au lac de Tignes à 2100 mètres d'altitude se révèle aux yeux de certains comme une véritable utopie. D'ailleurs, il n'existe pas, après 1952 et exception faite de Courchevel en travaux, de station de sport d'hiver implantée en altitude, hors du village traditionnel. Ceux qui ont décidé de relever le défi vont devoir faire face à une quantité incroyable de difficultés de tous ordres. Car il s'agissait bien d'abandonner définitivement des siècles d'économie pastorale de montagne au profit d'une politique d'expansion touristique sans commune mesure avec tout ce qui avait pu être imaginé auparavant. Pour cela, un groupe d'hommes réduit en nombre, mais doté d'une détermination sans faille. Michel Barrot en fait partie. Il est le premier maire de la période après-barrage. Il n'est pas tignard, mais son expérience, ses relations à Paris et une capacité précieuse à fédérer les énergies vont lui permettre de proposer un certain nombre de choix déterminants pour Tignes. Parce que c'était le seul endroit vraiment valable pour une grande station internationale. Moi, j'ai toujours pensé à l'échelon international. Ce que je connaissais, ma vie professionnelle, la montagne, les séjours à l'étranger, tout ça, c'était évident que le lac de Tignes avait un avenir très grand, qu'il aurait pu avoir avant moi s'il avait voulu. L'une des priorités de Michel Barrot va consister à faire revenir au pays les tignards expatriés. C'est vital. Comment faire renaître Tignes sans l'aide des tignards eux-mêmes? Alors certains vont revenir, non sans difficulté, jamais sans enthousiasme, un peu comme s'ils avaient toujours attendu ce moment. Issu d'une famille d'alpagistes, José Raymond vit au lac depuis plusieurs années. Il y a construit son chalet, le Sérac. Il assiste au retour des tignards. Qu'est-ce que vous avez ressenti de ce Quand redémarrage? Oui, d'abord Antoine est arrivé, Henri, David, beaucoup d'autres, Frassetto qui est arrivé. Alors vous étiez heureux de les voir revenus? Ah oui, ça refaisait comme un village, comme une agglomération humaine, quoi. Personne ne nous a encouragés à monter. Hein. Même le curé de Tignes disait, tu construis un hôtel au Bois, à côté du barrage, tu vas bien travailler. Mais je dis, au Bois, on n'aura jamais personne. Pour faire des pistes de ski au Bois, c'est des barres de rochers. Je monte au lac de Tignes. De cette période, ils gardent tous un souvenir mitigé. Le retour au pays s'accompagne souvent d'un certain scepticisme. Alors l'arrivée a été assez
C'était un peu catastrophique, car d'une part, il ne faisait pas très beau, il faisait froid, la route était on arrivait juste à l'entrée de la station. Après, il fallait presque on aurait dû avoir un 4x4 pour pouvoir atteindre l'immeuble, car c'était un chemin de chantier qui avait des trous énormes. On n'arrivait pas à passer. Arrivé là, parce que c'était la rentrée de la station, arrivé vers le lac. Ma femme, c'était la première fois qu'elle me menait à Tignes. Alors là, je me suis mise à pleurer parce que j'étais vraiment catastrophée. Je me disais, jamais tu vas t'habituer à vivre dans ce coin-là. Alors j'avais la gamine, en me voyant pleurer, qui pleurait également. Alors c'était pas triste, hein, c'est arrivé. Moi, mon idée, c'est qu'on ne pouvait maintenir des populations dans les Alpes, dans la haute altitude, de se offrir des conditions de vie comparables à celles d'un Français moyen en ville, c'est-à-dire bien chauffé, bien nourri, un salaire normal, etc. Et ça, ce n'était pas possible à travers le seul maintien de l'agriculture. C'était possible qu'à travers le niveau touristique. Désormais, la station de Tignes va connaître son véritable essor, amorcé par la construction de la première HLM pour loger les Tignards qui reviennent à Tignes. Monsieur Frassetto se souvient de cette époque où Monsieur Barrault l'a sollicité, lui et sa femme, pour venir s'installer à Tignes. Je ne sais pas si j'étais fou. Je vous avoue, je ne me suis pas bien rendu compte. Monsieur Barrault, par son enthousiasme, m'a convaincu. Et c'est pour ça que j'ai quitté mes deux affaires et que je suis venu à Tignes avec enthousiasme. Surtout à cette période-là, nous étions dans la neige pendant 8-9 mois. Maintenant, c'est différent. Et quand arrivait le printemps, nous descendions dans la vallée, qu'on voyait les premières fleurs et l'herbe, nous crions de joie, notre bonheur, enfin des fleurs, que c'est joli. Évidemment, c'était très difficile de vivre à Tignes. Antoine, lui aussi, est revenu au pays. Michel Barrault va s'appuyer sur son expérience pour développer progressivement le domaine skiable. Bon, ben voilà, ça c'est la première remontée qu'on a fait dans la station, le téléski du Chardonnay. Bien avant l'équipement du glacier de la Grande Motte en 1967, les installations de la télécabine de Tauvière et du téléski des Taumeuses en 1956 et 1957 permettent la liaison avec la station voisine de Val d'Isère. Le domaine ainsi constitué devient l'un des plus importants des Alpes du Nord. Et ensuite, on est allé équiper, alors avec Émile Allais, on est allé équiper le col du Palais. Émile Allais a dû rester 2 jours ou 3 jours avec nous. On a équipé comment on allait faire pour équiper le Palais et la Grande Motte. Et ensuite, il a vu que j'avais le sens de l'équipement. Il m'a dit un peu comme moi, parce que j'ai équipé une station en Amérique, je ne sais plus laquelle, il m'a dit. Et j'ai plus besoin de revenir, tu es assez grand pour te débrouiller. Et il a dit à notre maire de l'époque, Antoine est là, il se débrouille très bien. On a équipé la Grande Motte après. Aménagement des pistes, développement des équipements, augmentation de la capacité hôtelière, Tignes se modèle en fonction de critères répondant à la nouvelle donne de l'exploitation de l'or blanc. Tignes est une ville à 2100 mètres d'altitude, une communauté de 1300 personnes qui doit assurer le confort et les loisirs à 10 fois plus de touristes. Exploit architectural à l'aspect aujourd'hui décrié qui s'appuie sur le principe de l'eutarcie, immense paquebot des neiges, bravant les éléments et préservant ses passagers des agressions du froid, du vent, de la neige, omniprésent à cette altitude. Donc la route arrive face au lac. L'idée, on garde le paysage. Et on développe en Y.
À gauche, sur la moraine qui a permis la formation du lac, on fait un lotissement, c'est l'endroit le plus clair, le plus ensoleillé, où on peut avoir des immeubles distincts. Et de l'autre côté, pour faire vivre les touristes, etc., on les met au contact de la montagne, mais sans tous ces inconvénients. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler et vivre, avoir le maximum de soleil, circuler par mauvais temps à l'abri, etc. On enfile les voitures dessous, il y a un immense parking dessous, et puis, pour ne pas avoir de problème, j'ai fait faire, la première chose que j'ai fait faire au lac, c'est au long de cet endroit où on allait construire, un tunnel visitable qui existe en dessous, et dans lequel il y a l'eau, l'égout, l'électricité, etc. On fait une superstructure parce que... Là, c'était l'école, et là, c'était l'église, et ça, c'était de ce côté. On ne pouvait pas se poser de questions parce qu'on était... J'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Hein. On voyait construire, ils avaient tout vu construire, et plus ou moins bien, comme les grands immeubles de ciment, là, c'est pas tellement beau. Que les petits chalets, c'est joli, mais à ce moment-là, on ne faisait pas des petits chalets. On faisait des ensembles pour pouvoir vendre plus facilement les appartements. Maintenant, vraiment, je ne sais pas. Bien, il ne faut pas oublier que Tignes, si je peux faire une comparaison, c'est un peu comme New York. Il n'y a pas de surface et il fallait construire en hauteur. Si on avait construit que des chalets, il n'y aurait pas suffisamment de surface. Il fallait construire en hauteur. Évidemment, ça n'est pas très très joli. C'est pour ça que maintenant, ce qu'on fait, avec beaucoup de bois, comme les nouveaux hôtels qui viennent de se construire, la modification qu'a fait les campanules, c'est beaucoup plus joli que ce qu'on a fait il y a 20, 25 ou 30 ans. Pour replacer ça en 1950, dans les années 50, où le triomphe des grandes barres a été général. Alors ça correspondait bien à l'idée de paquebot des neiges, la grande barre. Et c'était trop dur. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais quelque chose de beaucoup plus souple. Un peu le même principe, mais plus souple. Là, c'est un petit peu dur, cette grande barre. Mais d'un autre côté, ça sauvegardait le paysage et les pistes de ski. Car un des drames actuels que Tignes a essayé d'éviter, c'est de ne pas gâcher le terrain skiable. Alors, si vous construisez des chalets, des unités isolées, tout ça, chaque mètre construit va vous faire perdre des dizaines de mètres skiables, de mètres carrés. Avec ce système-là, on ne perdait rien pour le ski. Vous comprenez? Et c'est pour ça, c'est ce qui explique ce choix. Mais il est trop dur, c'est vrai. Au point de vue architectural, il est trop dur. Il faut se replacer aux années 50 où il était admis par tout le monde. Mais de tels aménagements ne vont pas sans difficultés économiques. Pour alléger son implication financière, Tignes doit se désengager de tout ce qui n'est pas du ressort du service public. Régies et autres sociétés mixtes se succèdent jusqu'en 1966, où la Société des remontées mécaniques de Tignes connaît des difficultés financières préoccupantes. Alors quand j'ai pris la mairie, il y a les grosses difficultés, c'était les remontées mécaniques. D'abord, il y avait des remontées mécaniques qui avaient été construites et pas suffisamment de lits pour rentabiliser l'affaire. Alors ça a été complexe, il a fallu faire des sociétés économiques et autre chose. Bon, enfin, tout a rentré dans l'ordre, et puis moi, je pensais, puis avec l'ingénieur général, de trouver quelqu'un pour venir un peu à notre aide. Et on a trouvé Monsieur Chenébelen. Et moi, mon souci, mon ambition, c'était de construire la Grande Motte. Et bien sûr qu'il fallait des lits. Alors ce promoteur aménageur, Chenébelen, il a construit le Lavachet et le Val-Carré avec de nombreux lits. Et bien sûr, on est arrivé à faire la Grande Motte, un peu avec la grandeur de la commune, mais on y est arrivé. Après Tauvière, le col du Palais, l'aiguille percée, l'équipement du glacier de la Grande Motte dans les années 70 marque ainsi le point culminant de l'ascension de Tignes, qui accède au rang des plus prestigieuses stations de sport d'hiver internationales. Mais Tignes ne se contente pas de cette victoire d'étape. En 1992, l'ensemble de la communauté tignarde, guidée par son maire André Baudin, accueille les Jeux paralympiques. Difficile de ne pas voir au travers de cet événement une revanche sur le destin. Oh, je pense que quelque part dans le subconscient de nos concitoyens tignards,
dans un certain sens, ça a aussi été des martyrs. Ça n'a peut-être pas été des handicapés, mais enfin, leur village et eux-mêmes avaient été sacrifiés à l'intérêt national. Je pense que quelque part, ils ont très très bien compris, je vous dis dans leur subconscient, qu'il y avait une relation entre l'organisation des Jeux paralympiques et le martyre qu'ils avaient souffert en 1952.